Salut à tous. Le nombre pi est un nombre fascinant, qui a distillé son mystère à travers des générations de mathématiciens et de propriétés découvertes, toutes plus étonnantes les unes que les autres. On peut par exemple penser à Ramanujan, jeune indien, mathématicien autodidacte du début du XXe siècle, qui a trouvé plus de 100 formules pour le calculer. Et une de ses plus grandes épopées fut, une fois son irrationalité découverte, le calcul de ses décimales. On voulait savoir jusqu'où on pouvait calculer pi. Et il faut noter que, les ordinateurs ayant été découverts sur le tard, la plupart des calculs se faisaient à la main, pendant des heures et des heures, en priant pour ne pas faire d'erreur de calcul. La recherche de méthodes efficaces était alors primordiale. Et si personnellement votre connaissance de pi s'arrête à 3,14 voire 3,1 et que le reste ne vous intéresse pas particulièrement, eh bien c'est très bien, vous êtes quelqu'un de parfaitement sain. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais aujourd'hui, au cas où, tentons de voir comment on peut calculer le reste. Et le calcul que je vous propose de faire aujourd'hui n'en est pas vraiment un, puisqu'il s'agit plutôt d'une expérience statistique. Il s'agit d'une expérience menée par Louis de Buffon au XVIIIe siècle. Et d'ailleurs oui, si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, puisque Micmac en parle dans sa vidéo sur les carnets de voyage de pi. Le concept est assez simple. Prenez un parquet avec des lattes de longueur infinie et de largeur 1 cm. Puis jetez une aiguille de 1 cm sur ce parquet. Et bien alors, on peut montrer que la probabilité que l'aiguille soit sur deux lattes à la fois, c'est-à-dire coupe une des lignes du plan, est de 2 sur pi. C'est fou ça! Comment est-ce que le nombre pi peut intervenir là-dedans? Démontrons tout ça pourquoi. Alors, regardons un peu ce que fait notre aiguille. Quand elle tombe sur le parquet, elle forme un certain angle avec les lattes. Et cet angle, il influence beaucoup la probabilité que l'aiguille coupe une des lattes. Par exemple, on voit assez bien que si l'angle est nul, la probabilité que l'aiguille coupe les lattes est aussi nulle. A l'inverse, si on a un angle de pi sur 2, cette probabilité est de 1. Bon alors, essayons de voir comment évolue la probabilité en fonction de l'angle. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que dans ce calcul, ce n'est pas la longueur totale de l'aiguille qui compte, mais plutôt la longueur de l'aiguille qui est perpendiculaire aux lignes du plan, c'est-à-dire cette longueur-ci sur le dessin. Et en fait, on se rend compte que cette longueur, on peut l'exprimer assez facilement avec un petit peu de géométrie. En effet, on est dans un triangle rectangle dont l'hypoténuse est l'aiguille, et du coup la longueur de ce côté est en fait 1, la longueur de l'hypoténuse, fois sinus de l'angle, donc sinus de alpha. Et maintenant qu'on a la longueur du côté, il faut juste exprimer la probabilité en fonction de cette longueur, et en fait on se rend compte que c'est tout simplement le rapport de la longueur du côté sur la largeur totale des lattes, c'est-à-dire sinus de alpha divisé par 1, donc sinus de alpha. Ok, donc on a la probabilité pour un angle donné, nickel, il n'y a plus qu'à faire une moyenne sur tous les angles. Il y a juste un petit problème, c'est que des angles, il y en a une infinité. Et du coup, dans ce cas-là, c'est moyen possible de faire une moyenne. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre chaque angle possible, le multiplier par la probabilité que, à cet angle, l'aiguille coupe les lattes du parquet, et diviser le tout par le nombre d'angles. Et ça reviendrait à faire une somme infinie qu'on diviserait après par l'infini. Bon, on est un peu bloqué. Et pour ça, il y a un outil merveilleux qui a été inventé, c'est l'intégrale, qui permet de calculer certaines sommes infinies. Et du coup, nous, ce qu'on va calculer, c'est l'intégrale des sinus alpha fois des alpha, pour alpha prenant toutes les valeurs entre 0 et pi. Et comme on fait une moyenne, on va diviser le tout par pi. Et cette intégrale, elle est pas très compliquée à calculer, je vais pas m'attarder dessus, mais elle fait 2. Pour ceux qui ont fait une terminale S, il suffit de primitiver le sinus en moins cosinus, et de prendre ses valeurs en pi et en 0. Et on retrouve finalement bien la formule qu'on cherchait, c'est-à-dire 2 sur pi. Pour revenir un petit peu sur l'idée de moyenne, on peut regarder ce dessin. Il s'agit de la fonction sinus dessinée entre 0 et pi. Et en fait, le rapport 2 sur pi peut s'interpréter comme le rapport de l'aire en dessous de la fonction sinus et l'aire du rectangle total de largeur 1 et de longueur pi. Et si on regarde, chaque point du graphe se ramène à une situation avec un certain angle alpha. On retrouve par exemple que quand alpha égale 0, la probabilité est nulle. Et que quand alpha est égal à pi sur 2, la probabilité vaut 1. Et c'est le fait de prendre l'aire qui est en fait le moyen-âge de toutes ces situations. Voilà, et enfin un dernier truc qui est cool avec cette formule, c'est qu'elle se généralise. Au cas où on a une aiguille de longueur A quelconque et un parquet de largeur B. Et la probabilité vaut alors 2 fois A sur pi fois B. Et c'est d'ailleurs cette formule que je vais réutiliser dans le reste de la vidéo. Ok, du coup il n'y a plus qu'à tester. Bon, ça se voit peut-être pas très bien, mais le sol de cette salle est quadrillé. Et du coup, je vais faire ça ici. C'est parti.
Je suis à 150 lancés et c'est plutôt long, donc je pense que je vais m'arrêter vers 500 maximum. « 250. Bon, donc après 400 essais, on a 93 réussites, ce qui fait 23,25% de chance d'y arriver. J'ai mesuré le critérium qui fait 15 cm et un carreau qui fait environ 50,8 cm et on va découvrir le résultat tout de suite. Et on trouve finalement pi qui est égal à 2,54. Bon, donc en conclusion, c'est vraiment pas la meilleure méthode qu'on ait. Et ça pour deux raisons. Premièrement, c'est long. Même 400 essais, là, ça m'a paru vraiment durer très longtemps, donc je vous invite à essayer par vous-même si vous voulez voir combien de temps ça prend. Je pense qu'une méthode qui est 1000 fois plus rapide et qui donne un résultat beaucoup plus précis, c'est de prendre un cercle, mesurer son périmètre, mesurer son diamètre et faire le rapport. Je pense qu'on peut trouver au moins 3. Deuxièmement, on n'a aucune maîtrise du reste, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais à quelle distance on est encore de pi. Techniquement, si j'avais obtenu 3 ou 3,1 comme résultat, ça aurait pas été meilleur parce que je n'aurais pas connu ma précision. Bon bah du coup pour calculer pi, on fait pas comme ça. On utilise plutôt ce genre de formule. Avec celle-ci, en allant jusqu'à n égale 20 dans la somme, on peut avoir déjà les 100 premières décimales. Si ça vous paraît pas clair, l'idée c'est que juste en une cinquantaine de lignes de calcul, on peut déjà avoir les 100 premiers chiffres de pi. 50 lignes ça peut paraître beaucoup, mais 100 chiffres c'est énorme. Pour se rendre compte, en 1945, on n'avait qu'environ 2000 décimales de pi. Avant de conclure, je voudrais remercier Science for All qui a partagé plusieurs fois ma chaîne, donc un grand merci à toi. Et un grand merci aussi à tous ceux qui commentent, qui likent et qui partagent, ça fait vachement plaisir à chaque fois. Je vous invite à faire de même ici, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu ou déplu, et on se retrouve une prochaine fois dans Mathémagique.